Bonsoir à tous, nous sommes le 18 juin 2024, il est 20 h et bienvenue pour le premier webinaire de Terrae Patrimoine consacré à la gestion de patrimoine des pharmaciens. Si vous nous regardez ce soir, c'est que vous êtes dans l'univers de la pharmacie, titulaire, salarié, vous vous posez des questions sur la gestion de patrimoine, eh bien ça tombe bien, vous êtes au bon endroit, c'est exactement de ça que nous allons parler ce soir. Du coup, au sommaire en particulier, nous allons parler des leviers de fidélisation du personnel autre que la rémunération. Nous allons en parler avec Hortense Ducy, l'associé de Terrae Patrimoine, mon associé, donc Terrae Patrimoine Pau, qui est spécialisé sur ces sujets. Va suivre Aymeric Orliac, qui est avocat spécialisé en droit de la santé et qui va lui nous parler de toutes les nouvelles missions qui peuvent être exercées dans les officines. Retour d'Hortense qui va venir nous parler de ce qu'on appelle la prime Macron. Alors la prime Macron qu'on appelle pudiquement la prime de partage de la valeur. Grand sujet d'actualité, énormément de choses à dire en ce moment dessus. N'oubliez pas que nous sommes en live, c'est l'intérêt, nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser votre question sur le chat depuis la page de Terrae Patrimoine où vous êtes normalement connecté. Vous pouvez également nous envoyer vos questions par SMS au 06 52 39 45 87. J'ai le portable là, vous pouvez m'envoyer un SMS, ne m'appelez pas parce que nous sommes vraiment en live et nous répondrons à vos questions durant la séquence de questions-réponses. Vous pouvez également nous envoyer un mail, contact@terrae-patrimoine.fr. Voilà pour le sommaire. Maintenant, alors le temps que vous finissez de vous connecter, on va vous expliquer qui nous sommes et ensuite on va attaquer ce webinaire. Terrae Patrimoine, nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous avons un cabinet à Bordeaux, un cabinet à Lyon, un cabinet à Pau, mais nous avons des clients absolument dans toute la France, puisque c'est l'avantage de la visio et de nous promener un petit peu régulièrement pour aller voir nos clients également. En fait, pour les pharmaciens, qu'est-ce qu'on fait? On les accompagne sur la partie professionnelle, on va faire toute la gestion de trésorerie, on va faire la prévoyance, on va faire l'épargne collective, on va faire le lien entre le professionnel et le personnel, donc toute l'optimisation de la rémunération, et on va également s'occuper du patrimoine privé. Et là, le patrimoine privé, on est comme le vieux médecin de famille, en fait, le vieux médecin de famille qu'on a connu quand on était jeune. On va venir nous parler d'absolument tout. On va nous parler de finances, on va nous parler d'immobilier, on va nous parler de succession, on va nous parler de fiscalité, de vente de société. Et on va travailler avec les spécialistes, que sont l'expert comptable, le notaire, l'avocat. Mais surtout, nous sommes dans un temps long, c'est ça qui est important. Nous connaissons nos clients, nous les accompagnons sur des temps longs. Et quand je vous dis des temps longs, ça veut dire que quand vous êtes notre client, on vous suit pendant 10, 15, 20 ans. C'est ça notre force par rapport à la plupart des interlocuteurs que vous avez aujourd'hui en banque, pour être clair. Et surtout, le souci de conseiller en gestion de patrimoine, c'est que c'est un terme qui n'est pas réglementé. Et nous sommes donc conseillers en gestion de patrimoine, nous sommes également CIF, conseillers en investissement financier. Ça signifie, pour être clair, que le Pinel, c'est pas notre cam. Même chose pour le Malraux, pour le monument historique. On n'est pas des vendeurs de défisques. Donc nous, on va clairement pas venir. On sait que les pharmaciens, vous êtes sur des marchés, sur des questions de défiscalisation et de gestion de patrimoine. Nous, très clairement, vous ne verrez pas vous vendre un Pinel sur un bout de comptoir ou de la prévoyance entre deux cartons dans l'arrière-boutique. C'est vraiment pas notre façon de faire. On est vraiment dans un temps long, dans un accompagnement ultra personnel. Et c'est là-dessus que nous sommes bons. Vous dire également que aujourd'hui, si jamais le sujet vous intéresse, vous pouvez nous laisser votre mail, vous pouvez également nous envoyer vos coordonnées par téléphone et nous pourrons vous envoyer à l'issue de ce webinaire un livret qui va notamment vous résumer tout ce que Hortense va aborder au niveau de tous les avantages autour des leviers de fidélisation du personnel autre que la rémunération. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, on est prêt. C'est parti pour la première partie du webinaire de Terrae Patrimoine. Bonsoir Hortense Ducy. Bonsoir François-Xavier. Hortense Ducy, associée du cabinet de Terrae Patrimoine Pau et spécialiste pour l'ensemble de nos cabinets de toutes les questions de prévoyance et d'épargne collective. Et ce soir, tu vas nous faire le point sur justement cette question extrêmement intéressante et extrêmement présente pour tous les pharmaciens qui nous écoutent, des leviers de fidélisation du personnel autres que la rémunération. Et il y en a beaucoup. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. C'est plutôt un sujet très dense sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Ce soir, ça va être très condensé. On va voir juste ce qui existe. Mais effectivement, il faudra bien comprendre que tout ce qu'on dit là ce soir mérite d'être abouti, d'être personnalisé, d'être mis vraiment dans un contexte d'officine qui est propre à chaque pharmacien. D'accord. Voilà.
Donc c'est vraiment un enjeu très crucial pour... Ton micro est tombé, on va juste te demander de remettre ton micro. Voilà. Est-ce que C'est les aléas du direct. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà, c'est mieux. Maintenant, on va t'entendre. Ok, super. Voilà, donc ce qu'on disait, c'est que c'est des vrais enjeux pour vous les pharmaciens, pour les chefs d'entreprise, d'avoir des leviers de fidélisation du personnel. Mais la question est de savoir ce qui existe, comment ça peut être mis en place. Donc il y a des leviers très simples, très factuels, juste qui est une histoire de pouvoir d'achat immédiat du salarié. Donc c'est des choses que souvent les pharmaciens connaissent. Qui est un thème d'actualité, le pouvoir d'achat, on en parle tout le temps. Voilà, immédiat. Donc là, on en parle plutôt souvent parce que déjà on le connaît par côtoyer notre famille, des salariés, d'autres salariés. Donc là, on parle de tickets restaurants, on parle de chèques vacances, de chèques cadeaux, mais on parle aussi de comités d'entreprise, même pour des petites entreprises, des toutes petites structures comme des officines avec peu de salariés. Est-ce qu'on peut le faire à partir de combien de personnes ? Peu importe, ces dispositifs-là, c'est les comités d'entreprise, même des services de conciergerie, c'est des plateformes externalisées qui permettent, suite à un abonnement en fonction du nombre de bénéficiaires de salariés, d'offrir à vos salariés plus d'avantages, plus de bons de réduction pour partir en week-end. Donc un pharmacien titulaire avec un seul salarié, c'est bon ? Oui, complètement. Ça, c'est pas de souci. Ensuite, ça, c'est vraiment pour avoir cette notion de pouvoir d'achat immédiat qui paraît un peu facile à mettre en place. Maintenant, on peut vraiment aller plus loin, et aller plus loin, comme tu le disais, avec tout ce qui est des dispositifs d'épargne salariale, de plans d'entreprise, etc. Donc on appelle les PE, les PEG, voilà, les PEI, alors, on trouve il y a énormément de termes. Il faut juste vraiment résumer, pour moi, en deux parties. Soit on fait un budget complètement maîtrisé, simple, et on associe les salariés à son résultat de la pharmacie. Donc on verse un pourcentage du résultat aux salariés sous forme de prime. Ça, c'est ce qu'on appelle la participation. D'accord. On maîtrise le budget, on le cadre, il y a du résultat, il n'y a pas de résultat, c'est versé, c'est pas versé. Donc ça dépend de l'atteinte d'objectifs. Ça dépend du résultat. Du résultat. C'est un pourcentage du résultat. Par contre, effectivement, il y a cette notion d'objectif. Et cette notion d'objectif, on va la retrouver dans un deuxième compartiment qui s'appelle l'intéressement. En fonction d'objectifs économiques et financiers, vraiment, on détermine ensemble, et c'est là où moi, mon intervention est très réelle au sein des officines que je peux gérer, que je suis en tant que client, c'est vraiment de trouver des objectifs, des critères discriminants propres à l'officine, propres au projet de l'officine, pour verser une prime d'intéressement aux salariés. Cette prime d'intéressement, elle permet en plus de les associer à un projet d'entreprise. Donc, il y a un vrai aussi quand même travail d'animation de la part du pharmacien, de l'associer ses salariés sur tous ces projets-là. On est dans une idée de ressources humaines là en fait. Oui, il faut vraiment comprendre que dans ce dispositif d'intéressement par rapport au dispositif de la participation, il va y avoir quand même quelque chose de plus personnalisé et un travail du pharmacien pour encadrer ses équipes, les associer à un projet d'entreprise. Mais tout ça est au bénéfice de la pharmacie et du chef d'entreprise qui est le pharmacien, dans le sens où il va augmenter son chiffre d'affaires, augmenter sa visibilité, augmenter ses marges, etc. On met tout le monde dans le même panier pour faire évoluer l'entreprise. C'est vraiment ça. Et du coup, cet intéressement peut être combiné avec tout ce qu'on appelle de l'abondement. Donc ça, c'est un terme aussi encore un peu... Participation, intéressement, abondement. Il y a trois notions différentes. Voilà, ça englobe tout l'épargne salariale, l'épargne collective. Effectivement, il y a beaucoup de termes. Et cet abondement, on peut ou pas en faire. C'est-à-dire que cette prime, les primes dont on vient de parler, participation et intéressement, peuvent être versées, à verser et donc abondées, entre 0 et 3 fois la prime qui a été versée sur des plans d'épargne. D'accord, donc ça peut faire des montants de... Alors, du coup... plusieurs milliers d'euros, du coup. Plusieurs milliers d'euros. Les avantages sont très importants en termes de... En gros, tous les dispositifs cumulés, on peut atteindre 80 000 euros par an de ah oui, primes. C'est énorme. Entre les primes de participation, les primes d'intéressement, les abondements, tout ça en parlant de plafond maximum sur chaque dispositif. Et ça profite aux salariés et aux titulaires. Et c'est ça qui est très important. C'est que ces dispositifs bénéficient aussi aux titulaires. Donc vraiment, tout ce qu'on met en place pour les salariés vient au bénéfice du chef d'entreprise qui, en plus, met de l'énergie, notamment dans le cadre de l'intéressement, à motiver et animer, fidéliser derrière toutes ces équipes. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est notre domaine, c'est ce qu'on sait faire chez Terra et Patrimoine, mais ça demande vraiment du suivi dans le temps, de l'accompagnement auprès des salariés et de la communication. On ne peut pas faire la même chose pour tout le monde. On pourrait, mais il n'y aurait aucun sens. Chaque pharmacie est différente, il y a un contexte propre en fonction du secteur, en fonction de ce qu'elles font. Il y en a qui font de la location de matériel, d'autres qui font une parapharmacie, d'autres pas. Donc c'est vraiment un... Et puis le chef d'entreprise en lui-même, qui reste une personne, qui a peut-être des appétences plus qu'une autre, etc. Donc il y a vraiment un travail de personnalisation, mais qui est très intéressant, et qui n'est pas forcément très complexe.
D'accord. Il faut juste que ce soit bien expliqué, que les choses soient posées, et quand la base est bien posée, ça peut continuer. Et ça demande du suivi, ça demande un interlocuteur stable, Oui, généralement. du suivi, et puis on parle d'accords dans la participation et l'intéressement, donc c'est des choses qui doivent être mis à jour ou qui vont évoluer avec les projets d'entreprise. Rien n'est figé dans notre métier ou dans des sujets comme celui-ci. Et je voulais aussi finir sur d'autres dispositifs que je n'ai pas su classer. Voilà. Notamment tout ce qui est mutuelle santé, prévoyance, donc ça qui est obligatoire dans les pharmacies, il y a des complémentaires obligatoires dans les pharmacies, voire même la retraite. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut jouer pour pouvoir optimiser les garanties. Et un dernier petit point qui va susciter peut-être des questions plus tard, notamment dans la demi-heure, c'est que l'employeur peut prendre en charge les intérêts d'emprunt de sa résidence principale du salarié. C'est pas courant comme dispositif, on entend moins parler que les autres, celui-là. Voilà, c'est un peu nouveau parce qu'avant c'était vraiment dédié qu'aux très grosses entreprises. D'accord, et là c'est possible pour les petites, donc pour les pharmacies également. Voilà, maintenant du coup c'est vraiment grâce à des subventions par des organismes de prêt bancaire, donc je pense notamment un qui est lié à la Banque Postale qui propose ça. On dépose des subventions, on dépose un dossier en tant qu'employeur et on va pouvoir verser des subventions pour prendre en charge les intérêts Toute partie des intérêts du crédit de la résidence principale d'un de ses employés. Voilà, de travaux, mais l'objet derrière, c'est bien le financement de la résidence principale. Donc il y a effectivement des choses extrêmement différentes, pour le coup, c'est ce qu'on vient de voir. Donc oui, et variées, voilà, mais tout se combine, tout peut se mettre, tout peut s'imbriquer, il y a vraiment un projet global à mettre autour de tous ces dispositifs. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Hortense, c'était très intéressant. Et puis, si jamais des personnes qui nous regardent veulent creuser ces questions et ces dispositifs, écoutez, vous êtes sur le site de Terae, vous n'avez plus qu'à aller sur le calendrier d'Hortense et vous pouvez prendre rendez-vous avec elle pour en parler. C'est l'avantage. Hortense, on te retrouve tout à l'heure pour parler de la fameuse prime Macron. Et pour l'instant, on va recevoir Aymeric qui va nous parler des nouvelles missions dans les officines. On poursuit ce webinaire de Terae Patrimoine en partenariat avec WePharma, avec Aymeric Orliac, avocat en droit de la santé. Bonsoir Aymeric. Bonsoir François. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu vas nous parler ce soir des nouvelles missions qu'il y a dans les pharmacies et pour les pharmaciens. Exactement, François-Xavier, puisque contrairement aux idées reçues, le pharmacien n'a plus uniquement pour rôle la dispensation de médicaments, il a de nouvelles missions, on lui a attribué de nouvelles missions depuis de nombreuses années, cela fait à peu près une quinzaine d'années depuis la loi HPST, Hôpital Patient en Santé Territoire de 2009, qui a vraiment consacré pour la première fois ce rôle d'accompagnement du pharmacien au sein de son officine. Alors, je vais vous parler d'abord de manière, assez courte des différents types de missions qui peuvent être développées par le pharmacien. Tout d'abord, vous avez des missions de prévention, d'accord ? Donc le pharmacien a cette mission. Alors, je vais vous donner quelques exemples. La vaccination, je pense qu'on a c'est lié au Covid, parler, exactement, lié au Covid. Il y a aussi de la vaccination contre la grippe, d'accord ? Il y a, alors, peu de personnes, je pense, sont au courant, mais le dépistage du cancer colorectal, le pharmacien a la possibilité de remettre un kit de dépistage aux patients qui le demandent et s'ils remplissent certaines conditions. Donc ça, c'est une partie, ça avant c'était fait par qui ? C'était fait par les médecins ? Oui, c'était fait par d'autres professionnels de santé, mais c'est vraiment dans cet objectif de délivrer de nouvelles missions que le pharmacien a obtenu toutes ces nouvelles missions. Alors, ça s'est fait progressivement, je vous parlais de 2009, mais à chaque négociation de la convention des pharmaciens entre les syndicats représentatifs des pharmaciens et l'assurance maladie, au terme de négociation, il y a parfois de nouvelles missions qui sont confiées. Alors, je vous parlais des missions de prévention, il y a également des missions d'accompagnement, d'accord ? Alors, sont destinées essentiellement à des patients chroniques, des patients chroniques, par exemple, à titre d'exemple, ceux qui sont sous anticoagulants oraux, ceux qui sont sous anticancéreux oraux, les patients asthmatiques. Tous ces patients peuvent être accompagnés par un pharmacien à l'occasion de différents entretiens réguliers qui s'étalent sur 1, 2, 3 ans, en fonction des missions. Donc, mission de prévention, mission d'accompagnement également, des missions qui permettent de placer le pharmacien
en plein milieu, on va dire, au sein du parcours de soins, ce qui permet donc de faciliter l'accès aux soins à certains patients. Alors, l'objectif, c'est comme avec toutes les pharmacies qu'il y a en France, peut-être dans certains déserts médicaux, il y a une pharmacie, il n'y a pas forcément de médecin, donc ça permet d'avoir un accès justement des soins. Exactement. L'objectif, c'est d'avoir une carte qui soit suffisamment étendue pour que tout le monde y ait accès. Exactement. En fait, on bénéficie également du maillage territorial, officinal, puisque de nombreuses officines sont présentes, vous l'avez dit, en zone rurale, dans certains villages parfois, où il n'y a pas de médecin. Donc voilà, on s'appuie sur la pharmacie. Alors pour quelles raisons développer les missions officinales ? Pour quelles raisons un pharmacien doit développer ses missions ? Première raison, l'aspect financier. Il faut savoir que toutes ces missions, bien évidemment, sont rémunérées par l'assurance maladie. C'est du chiffre d'affaires en plus, tout simplement. Exactement, c'est ça, c'est du chiffre d'affaires en plus. Alors, c'est un point relativement d'actualité, puisque certains honoraires ont été revalorisés il y a encore quelques jours. C'est insatisfaisant pour une grande partie des pharmaciens. C'est pour ça qu'il y avait des grèves d'ailleurs. Exactement, c'est ça, du 30 mai. Deuxième argument, deuxième levier, c'est proposer aux patients un panel de services beaucoup plus large. D'accord ? Et notamment dans les déserts médicaux, vous l'avez dit. Troisième point, mais c'est aussi attirer de nouveaux pharmaciens. On sait que les pharmacies aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à recruter depuis quelques temps. Ça peut être un moyen de proposer à des pharmaciens adjoints ces activités-là, ces services-là, qui seront en parallèle donc de la dispensation de médicaments. Donc là aussi, c'est des ressources humaines. C'est les nouvelles missions pour stimuler les adjoints et faire qu'ils restent tout simplement et qu'ils se soient bien dans leur travail. Qu'ils soient épanouis, qu'ils restent, fidéliser son personnel. Alors, quelles officines, en quelques mots, pourraient être concernées par le développement de ces missions ? J'ai envie de dire toutes. On l'a dit, en zone rurale, bien évidemment, en centre-ville, des petites pharmacies, des grandes pharmacies. Alors vous allez me dire, oui, mais dans les petites pharmacies, parfois, il faut des espaces dédiés, des espaces de confidentialité. Je suis d'accord. Les petites pharmacies n'ont pas pu vacciner, par exemple. Exactement. Alors parce qu'il faut il faut tout le temps, réglementairement parlant, il faut un espace de confidentialité. Donc, il y a la possibilité de réorganiser l'aménagement intérieur, la possibilité, projet beaucoup plus lourd, de transférer. Donc, ça concerne toutes les pharmacies. Je pense que c'est l'avenir, notamment de la profession. C'est une activité qui se développe et les pharmaciens doivent s'emparer de ce sujet, s'emparer de ces missions. D'accord. Aymeric, on va conclure là-dessus. Est-ce que tu peux me dire dans quel moment un pharmacien doit contacter Aymeric Orliac, c'est-à-dire un avocat en droit de la santé? À quel moment, toi, tu aides les pharmaciens? Alors, moi, comme avocat, je conseille, j'assiste et je représente les pharmaciens. Donc, l'assistance et la représentation, c'est en contentieux. Le conseil, il ne faut pas oublier, les pharmaciens peuvent faire appel, bien évidemment, à leurs avocats avant tout contentieux, lorsqu'ils prennent des décisions importantes dans le cadre de leur activité professionnelle. Très bien. Merci beaucoup, Aymeric. Aymeric Orliac, avocat en droit de la santé, qui nous a donc fait un panel et qui nous a parlé des nouvelles missions qu'on peut avoir dans les officines. Nous retrouvons tout de suite Hortense Ducy, associée du cabinet de Terra et Patrimoine Pau, qui va nous parler de cette fameuse prime Macron, prime de partage de la valeur ajoutée. À tout de suite. Dernière partie de nos échanges avant que nous attaquions la séance de questions-réponses. Nous retrouvons Hortense Ducy, associée du cabinet de Terra et Patrimoine Pau. Hortense, tu vas nous parler de quelque chose duquel on a beaucoup entendu parler, qu'on a appelé longtemps la prime Macron, et qui s'appelle maintenant d'une façon plus pudique la prime de partage de la valeur. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, que c'est quelque chose, si je ne me trompe pas, qui est quand même assez fortement dans l'actualité aujourd'hui? Alors très dans l'actualité, surtout qu'il va falloir bien prendre conscience que ce terme dispositif de partage de la valeur, on va l'entendre énormément. D'accord. Voilà. Il y a la réglementation qui a été validée en décembre de l'année dernière, donc la loi est passée sur les dispositifs de partage de la valeur, donc ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, intéressement, abondement, participation. Le terme est un peu plus glamour apparemment, donc c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser, mais ça englobe aussi cette prime de partage de la valeur qui est effectivement anciennement la prime Macron. Donc une prime exonérée de charges sociales, défiscalisée, qui peut être versée en 2024, les plafonds actuels c'est 3 000 €,
6 000 € s'il y avait une mise en place d'un accord d'intéressement. Donc ça reste une prime très similaire à la prime Macron. Donc ça, on peut quand même verser 3 à 6 000 € à un salarié avec 0 charge sociale. Voilà. Et zéro fiscalité pour le salarié, le bénéficiaire, s'il a pour l'instant moins de 3 SMIC. Je pense que tous les pharmaciens qui nous écoutent et qui payent des charges savent de quoi on parle. Mais voilà, exactement. Quand on sait à quel point les primes sur salaire sont chargées, c'est énorme. Donc vraiment, cette prime de partage de la valeur et ces dispositifs de partage de la valeur, c'est des choses qu'on va beaucoup entendre parce que la loi de décembre 2023 qui utilise ces termes, c'est aussi pour nous dire au 1er janvier 2025, les dispositifs de partage de la valeur sont obligatoires pour les entreprises de 11 salariés, à partir de 11 salariés. Donc effectivement, toutes les officines ne sont pas concernées par ça, mais ça montre à quel point il y a une volonté du gouvernement de dédiaboliser ces dispositifs, qu'on veut grosse entreprise, hyper... Surtout, c'est faire payer du pouvoir d'achat, c'est pour pousser du pouvoir d'achat payé par les entreprises, en fait. Voilà, aussi, exactement. Donc ça coûterait à l'État aussi. Exactement. Il y a vraiment un double enjeu, parce qu'il faut quand même rester factuel, ces dispositifs restent très avantageux, même si c'est l'employeur qui paye. Pour l'employeur et pour le salarié, on ne retrouvera pas autrement que par l'épargne salariale et par cette prime de partage de la valeur notamment, des avantages, des dispositifs aussi avantageux socialement et fiscalement. Voilà. Donc la prime de partage de valeur, c'est vraiment une notion de pouvoir d'achat immédiat pour le bénéficiaire, qui est le salarié, voire même l'apprenti ou l'intérimaire. Donc il y a aussi... Moi, j'aime bien ce côté où on peut aller sur des personnes qu'on cherche aussi à fidéliser. Reste chez moi, reste dans mon pharmacie. On revient sur des ressources humaines, en fait. Exactement. On en a parlé avec toi en première partie, avec Aymeric. C'est toujours cette idée de faire venir du personnel et quand on l'a, de le garder. Voilà, toute cette notion de fédérer, en fait, autour d'un projet. Autour d'un projet, exactement. Donc ça, il faut vraiment on va en entendre parler. Il y aura de la communication là-dessus. Je pense que les médias vont beaucoup en parler. Il va tout être dit, les salariés vont être concernés aussi, donc il va falloir aussi être dans la communication, savoir en parler à ses salariés, la présenter, parce que cette prime de partage de la valeur est très intéressante, mais moi je mets quelques bémols. Alors voilà. Lesquels ? Le premier, qui va vous concerner tout de suite, vous les pharmaciens, c'est qu'elle n'est pas disponible pour le chef d'entreprise, pour le pharmacien. Oui, c'est vraiment pour les salariés. C'est le seul. C'est la grosse différence avec ce que tu disais avant, les PE, les PEI, l'intéressement, etc. Ça profite à tout le monde. Prime de partage de la valeur, c'est que pour les salariés. Le mandataire social est exclu. D'accord, très clair. Donc voilà. Et l'autre, qui est plutôt ce que j'aime bien appeler un syndrome de l'avantage acquis. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire très connu en ressources humaines aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'on verse une prime qui n'est pas chargée, qui n'est pas fiscalisée, mais il faut bien expliquer pourquoi elle est versée en fait. Pourquoi l'employeur décide de verser cette prime, dans quel cadre. Il ne faut pas que... en fait, il faut mettre des garde-fous, il faut expliquer tout simplement, il faut communiquer pour pas que ça soit un avantage acquis, que le jour où vous ne versez pas, l'année d'après où vous ne versez pas ou versez moins, que ça ne crée pas un climat social un peu tendu, que le salarié ne remette pas en cause l'avenir de la pharmacie ou critique le chef d'entreprise. Voilà, donc ça reste une prime exceptionnelle. L'idée de se dire, une année, j'ai perçu 3 000, 4 000, 6 000 euros, il ne faut pas se dire que ça sera chaque année. Donc il faut bien dire, cette année, c'est lié aux résultats de la société et l'année prochaine, il faut vraiment faire les mêmes Voilà, ou dire, cette année, on a vraiment très bien travaillé, c'était une période compliquée, on peut mettre ça sur du social, on peut mettre ça sur du financier, on peut mettre ça sur une typologie de vente, pour mettre ça sur un agrandissement de la pharmacie, un étoffement des équipes qui a marché, une ambiance qui a été meilleure. On peut même parler de l'ambiance, des choses comme ça, c'est très large. Voilà, mais juste qu'ils comprennent pourquoi cette prime est versée, que ce ne soit pas un dû. Voilà, ça c'est très important pour moi. Et le dernier point, non des moindres pour certains employés de la pharmacie, c'est que ça va augmenter le revenu fiscal de référence. Ah oui, donc à titre personnel, on va se retrouver à avoir une prime versée, pas fiscalisée, non fiscalisée, mais qui va quand même compter sur les impôts. Voilà. Donc, sur la déclaration de revenus, donc ça veut dire qu'on peut perdre certains avantages sociaux, notamment si on était un peu ric-rac pour être clair. Exactement. C'est que en fonction de la situation fiscale de vos salariés, que vous ne connaissez pas, l'employeur ne connaît pas forcément tout l'ensemble de la situation fiscale de son employé, mais ça peut le faire basculer dans la perte de certaines prestations sociales. On parle de CAF, on parle de droit à la crèche, etc. Donc effectivement, il y a un peu un effet pervers et vicieux de ce côté-là, où il faut faire un peu attention. Il n'y a pas que ça comme solution, on en a vu d'autres avant. Donc voilà, c'est pas forcément... faut avoir connaissance de tous les tenants et aboutissants comme n'importe quelle solution. Très bien. Donc ça, c'est... Et puis effectivement, le chef d'entreprise n'en a pas accès.
Mais il y a des combinaisons possibles. On peut jouer avec l'intéressement, donc c'est-à-dire qu'on va verser des primes d'intéressement, on va mettre un accord d'intéressement comme on l'a vu précédemment. Oui, ça, ce que tu disais, on peut faire intéressement plus la prime Macron, enfin plus la prime de on partage peut faire de valeur. l'intéressement plus de l'abondement, mais on peut même faire de l'intéressement qui est calculé sur un objectif, D'accord. quand même verser les primes de partage de la valeur, mais dire que l'intéressement ne sera versé déduction faite de la prime de partage de valeur au bénéficiaire. Donc votre salarié touche soit que le montant de la prime de partage de la valeur si c'était le montant de l'intéressement, soit le petit delta supérieur, et vous, en tant que chef d'entreprise, vous bénéficiez de l'intéressement plein pot puisqu'on ne déduit pas la prime de partage de valeur. Très clair. Voilà. Donc c'est juste pour ça, c'est pour vous montrer vraiment qu'il y a des strates et des combinaisons qui sont possibles. Après, il y a encore des guillemets, puisque le décret devait être signé, parce que la loi est votée, mais devait être signé au mois de mai. Bon, avec la dissolution de l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'est un peu compliqué aujourd'hui de savoir où on va sur ce sujet-là. La loi est actée, mais il y a vraiment des petites subtilités qui sont très intéressantes, où je ne me suis pas embêtée à vous les décrire ce soir. Et que si le décret passe en l'état, il y a vraiment matière à faire. Donc en fait, il faut attendre le projet de loi de finances. Non, il faut attendre que le décret soit signé. D'accord, il est sur la table des assemblées. Voilà, faut qu'il y ait quelqu'un qui signe. Qui signe. D'accord. Voilà, et ça depuis le mois de mai. Et depuis le mois de mai. Bon, donc là, l'Assemblée nationale, est-ce que ça remettra en cause tous les travaux? Bon, peut-être pas, donc, mais... en gros, vu l'instabilité qu'il y a et vu tout ce qu'il y a sur ces sujets-là, en gros, il faut t'appeler, faire le point, il faut avoir quelqu'un qui suit. Exactement, parce que la prime existe, les dispositifs existent, c'est vraiment des petits détails techniques qui permettent d'optimiser le système qui ne sont pas encore signés, il faut bien le comprendre. Mais c'est possible de le faire. Merci beaucoup, Hortense. Avec plaisir. Alors, vous l'avez vu, c'est des sujets qui sont ultra complexes, qui sont extrêmement complets, sur lesquels il y a quand même une nécessité d'avoir une étude, d'avoir quelque chose de relativement personnalisé. Donc voilà, c'est tout l'intérêt d'Hortense dans notre cabinet. C'est la spécialiste de ces sujets-là, vous l'avez bien compris. Et elle accompagne de nombreux chefs d'entreprise, professions médicales, sur ces sujets-là. On se retrouve, Hortense, pour la demi-heure qui nous reste, que nous sommes encore une demi-heure ensemble. Nous allons répondre à toutes vos questions, à toutes celles que vous nous avez déjà envoyées. On en a reçu par SMS et par mail, donc n'hésitez pas à continuer. Et surtout, dire que tous les sujets que tu viens d'aborder, donc ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous pouvez recevoir un livret qui va vous synthétiser tout ça. Donc même si vous nous regardez en replay, bien évidemment, on pourra également vous envoyer l'ensemble de ces éléments. Vous nous envoyez un mail, vous nous faites un SMS. Tout ça, c'est toujours actif, même après le live. N'hésitez pas, c'est fait pour. On se retrouve dans quelques instants pour la séance de questions-réponses avec Aymeric Orliac et Aurélien Filoche, fondateur de WePharma. Nous sommes toujours en direct pour la suite de ce webinaire consacré à la gestion de patrimoine des pharmaciens. Nous sommes en équipe pour une demi-heure de questions-réponses de façon à vous répondre aux questions que vous nous envoyez par mail, par SMS et sur le chat de notre site web sur lequel vous êtes connecté. Vous avez juste à cliquer sur Échappe et vous avez les questions que vous pouvez poser à côté. Nous retrouvons Hortense Ducy, associée de Terrae Patrimoine, Pau, spécialisé sur toutes les questions d'épargne entreprise. Merci d'être toujours là. Nous avons été rejoints par Aurélien Filoche, fondateur de WePharma, avec qui nous sommes en partenariat pour cet événement. Bonsoir Aurélien, merci de nous rejoindre. Et Aymeric Orliac, avocat en droit de la santé, qui est là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup d'être toujours là. Aymeric, on va commencer avec Aurélien. Aurélien, tu sors chaque année avec WePharma une étude qui résume un petit peu tout ce qui se passe dans l'univers de la pharmacie, alors, notamment sur tout ce qui est les sessions, parce que c'est quand même une de tes spécialités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de WePharma et de ce qu'il y a dans les grandes tendances 2023 de ton étude? Tout à fait. Alors c'est vrai que sur WePharma, ça regroupe une communauté de 13 500 pharmaciens qui sont plutôt acheteurs et vendeurs à la base. Et chaque année, nous avons en moyenne 30% des ventes qui se font par des candidats inscrits sur notre plateforme. Alors là, on se trouve dans un moment un peu historique puisqu'il y a énormément de changements et des bouleversements dans l'univers de la pharmacie d'officine. Je vais en citer quelques-uns. Nous avons un âge de titulaire qui est très avancé par rapport à l'âge de départ à la retraite. Nous avons des primo-accédants qui ont très peur de se lancer dans l'univers de la pharmacie. Nous avons le modèle de la rémunération. Ils ont peur justement des évolutions réglementaires, du prix, des taux, de l'ambiance actuelle. Il y a un peu l'ambiance actuelle, il y a énormément de facteurs qui viennent perturber tout ça. Effectivement, il y a le prix de vente qui a fait peur.
Il y a eu le Covid qui a perturbé aussi grandement l'activité du pharmacien. Le Covid n'a pas boosté le chiffre d'affaires? Alors oui, il a boosté, mais ça a envoyé des mauvais signaux dans le sens où on a observé des chiffres d'affaires qui restaient constants, voire qui augmentaient, mais une forte dégradation de la marge. Okay. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est que pour moi, il faut que le titulaire se saisisse des questions d'optimisation de son officine pour trouver des facteurs pour améliorer sa marge, mais aussi le futur pharmacien qui, je l'espère, nous regarde aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il soit démotivé. Ce qui se passe en ce moment dans l'univers de la pharmacie est un fait qu'il faut qu'il s'approprie pour arriver à dégager et à comprendre son environnement. Ça reste quand même une activité sur laquelle on peut avoir une rémunération très correcte et sur laquelle on capitalise pour une revente. Tout à fait, ça reste un outil qui est un beau métier. Moi, je croise souvent des pharmaciens qui font bien autre chose que la pharmacie. Le niveau de formation est bon, les candidats sont bons. Il faut juste qu'il arrive à s'appréhender, à s'imprégner de son univers pour à comprendre comment fonctionne la pharmacie et ce qu'il va pouvoir en faire. D'accord. Donc dans les tendances actuelles, il y a cette partie-là, on va dire, sur la partie achat. Tu vois des évolutions sur tout ce qui est valorisation peut-être, ou sur la typologie de personnes qui achètent, qui vendent? Alors, il y a vraiment beaucoup de facteurs de l'installation. On parle beaucoup de la petite officine, de la grande officine. Alors, c'est un peu ma pointe, mon élément un peu que je cherche à défendre à tout prix, c'est la petite pharmacie. Parce que parler des grosses pharmacies, c'est pas parler du maillage de la pharmacie. C'est quelque chose qui évolue aujourd'hui. On sent que les petites sont attaquées plus que les grosses. Oui, à partir du moment où on attaque la marge, les petites pharmacies sont plus fragiles. Et donc le marché va avoir tendance à se concentrer sur les grosses officines, qui, à mon sens, aujourd'hui, ne sont pas en danger par rapport au maillage. Moi, là où je porte une attention toute particulière, c'est la qualité du maillage. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un professionnel de la pharmacie qui puisse ne pas citer le maillage comme la qualité numéro 1 de ce secteur d'activité-là. Vous avez un patient qui se trouve à moins de 10 minutes d'une pharmacie un peu partout en France. Alors, il faut mettre des chiffres en perspective aussi. Quand on a lancé WePharma en 2015, il y avait 24 000 pharmacies. Aujourd'hui, en métropole, il en reste 19 000 et en France, globalement, 20 000. Et la Cour des comptes veut qu'il y en ait encore moins. Et voilà, il y avait ce fameux rapport qui a un peu piqué, on va dire. Qui a fait un peu peur, notamment à la jeune génération de pharmaciens. On n'a pas parlé aussi du facteur aggravant de la refonte des études du pharmacien. Aujourd'hui, si on veut être pharmacien, il faut faire des études de pharmacie. On ne peut plus tenter médecine. C'est parce qu'on pouvait faire une passerelle entre les deux, voilà. C'est ça? Et donc ça a un peu vidé les bancs de la faculté. Et on n'a pas cité non plus la pénurie de personnel qui est venue aggraver la pénurie. Et d'ailleurs, j'écoutais avec attention les dispositifs qui sont mis à disposition. Il faut vraiment que le pharmacien s'en saisisse, puisque évidemment, la rémunération fait partie des éléments d'attractivité. Mais la rémunération en salaire est une chose. Il y a d'autres leviers qu'on peut utiliser, si j'ai bien compris, et c'est tout l'enjeu qu'on soit là aujourd'hui. On va en parler, et on a toute une série de questions qui arrivent au fur et à mesure, ça tombe bien. Super. Je viens de recevoir une première. Alors, je pense que la première, elle est plutôt pour Aymeric, en tant qu'avocat. Nous sommes plusieurs professionnels de santé et avons pour projet de nous implanter dans les mêmes bâtiments au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Le développement de ces missions officinales peut-il être un argument dans le cadre de ce projet? Est-ce que tu as la question? Qui est relativement longue, c'est bon? La question est relativement longue, mais je pense avoir saisi un petit peu super. La question donc de ce pharmacien. Alors, maison de santé pluriprofessionnelle, déjà, c'est un regroupement de professionnels de santé au sein... Dans les mêmes locaux. Alors, les nouvelles missions officinales sont effectivement un argument à mettre en avant dans le cadre de la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Il faut savoir qu'une maison de santé pluriprofessionnelle, il faut rédiger un projet de santé, et dans ce projet de santé, on doit décrire exactement les projets, les missions que l'on met en place de manière coordonnée avec les autres professionnels de santé. Donc oui, premier élément de réponse, c'est ces nouvelles missions doivent être mises en avant dans ce cadre-là. Alors après, deuxième sous-question, j'ai envie de dire, parce que s'il y a une création de maison de santé pluriprofessionnelle, il y a potentiellement le déménagement, le transfert de la pharmacie dans les nouveaux locaux. Là aussi, dans ce cadre-là, les nouvelles missions officinales, le développement de ces nouvelles missions
doit être inséré dans la demande de transfert parce que c'est un argument qui favorise effectivement le déménagement pour assurer, on va dire, optimiser la desserte en médicaments des habitants. Donc Très clair. Alors ça c'est plutôt une question je pense pour Hortense. Pouvons-nous mettre en place ces dispositifs à la place des avantages déjà mis en place dans l'entreprise ? Oui, c'est une question qu'on a souvent d'ailleurs. D'accord. Parce qu'en fait, les dispositifs, on a beaucoup parlé de primes, etc. Donc c'est très intéressant, mais on ne pourra pas verser ces nouvelles primes, donc abondement, intéressement, participation, en remplacement des primes qui sont déjà en place dans les entreprises. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs sortes de primes. Il y a des primes qui sont indiquées dans le contrat de travail, donc il faut nécessairement modifier le contrat de travail, donc l'accord du salarié. Mais aussi toutes ces primes d'usage, la fameuse prime sur salaire qu'on verse à la fin de l'année, en décembre pour Noël, ou le petit complément. Et ça, c'est fini par être, quand c'est versé plus de 2 fois, même régulièrement, donc on dit à peu 1 à 2 ans régulièrement, c'est une prime d'usage qu'il faut dénoncer. Donc ça prend du temps, il faut donner un délai relativement long et l'accord des salariés. Donc effectivement, ça ne peut pas venir vraiment en remplacement, mais ça peut se travailler. Moi, c'est des choses que je travaille aussi sur le moyen terme pour les supprimer ou les dénoncer dans des temps réglementaires pour venir en remplacement avec des primes moins fiscalisées, moins chargées. J'ai une question, alors celle-là, je pense que c'est à nouveau pour Aymeric. Les missions doivent-elles être effectuées toujours par le même pharmacien ? Alors non, il n'y a aucune obligation, effectivement. Oui, on parle des nouvelles missions. Les nouvelles missions, j'imagine. Oui, effectivement. Les nouvelles missions peuvent être développées par le pharmacien titulaire, mais également par les pharmaciens adjoints. D'accord. À partir du moment, effectivement, condition, c'est qu'ils aient la formation nécessaire au développement de ces missions. D'accord, c'est en plus de la formation de base ? Oui. D'accord. Ce sont des formations qui sont prévues par la Convention nationale entre les pharmaciens et l'assurance maladie, pardon. Alors là, j'ai quelqu'un qui visiblement est sur le site de WePharma, donc il est en train de se balader en même temps, alors qu'il ne devrait pas, il devrait rester sur Terra et Patrimoine, c'est pas bien. Quelqu'un de bien alors. Comment appeler les experts comment joindre les experts qu'il y a sur le site de WePharma pour m'accompagner dans mon projet ? Alors oui, tout à fait, ça fait partie des... C'est pas disponible sur le site, c'est ça, on peut pas directement les Si, on peut, c'est la grosse nouveauté, c'est-à-dire que le pharmacien qui a besoin de s'entourer des experts pour toutes les questions un peu spécifiques liées à son activité. N'oublions pas que le pharmacien, il est pharmacien, mais dans son activité quotidienne, il fait beaucoup de choses, sauf être pharmacien, puisqu'il y a la gestion du personnel, il y a le développement des gammes, il y a le rendez-vous avec les commerciaux, la protection de la marge, les nouvelles missions. Donc, on a voulu regrouper un panel large d'experts de la pharmacie, dont vous faites partie, messieurs, dames, mais aussi d'autres experts, les agences de transaction, les experts comptables. Enfin, il y a énormément d'acteurs qui gravitent autour de la pharmacie. D'accord. Et l'objectif, c'est justement de créer le lien. Et depuis cette zone expert, il pourra trouver chaussure à son pied en fonction de son projet à lui. D'accord. Alors, on vient de m'envoyer un message pour vous dire, visiblement, le chat ne fonctionne pas. Donc, s'il vous plaît, ne faites que des SMS et des mails. Ça sera réglé puisque je n'y ai pas accès. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Je viens de recevoir un SMS à nouveau. Et la question est la suivante. Dans le contexte extrêmement tendu actuel, j'ai peur pour mon épargne. Qu'est-ce qui se passe si j'investis sur un PE et que le teneur de compte, enfin la banque dans le cas présent, c'est marqué, fait faillite? Ah oui, effectivement. Nous, on travaille avec des partenaires, dont un très reconnu sur le marché qui s'appelle RS. Ça, c'est un partenaire avec qui on travaille. Donc ça, pour vous donner un exemple concret, RS est le partenaire qui propose la solution, le plan d'épargne, qui nous aide. On travaille vraiment en équipe avec lui pour monter les accords, pour les plans d'épargne retraite également. Et lui, le dépositaire, celui qui tient l'argent sur lequel il a investi, c'est Amundi. Et Amundi reste, en fait, si RS fait faillite, Amundi reste reste détenteur de votre épargne. Et c'est comme un compte titre, donc du coup, après, il y a toutes les sécurités financières. Ça, les 70 000 par voilà, compte. Exactement. RS, tu écris ça comment? ERES. D'accord. Et c'est en gros parce que toi, tu as toute une série, tu as toute une gamme de fournisseurs avec qui tu bosses. On a 3-4 partenaires avec qui on travaille. Sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, que je vais sélectionner par rapport aux fonds qu'ils proposent et par rapport à leur technicité sur des sujets très précis.
certains sont plus techniques par rapport à d'autres sujets que d'autres, et RES fait partie des partenaires privilégiés pour les pharmaciens et la profession libérale. D'accord. Alors je pense que visiblement c'est une question qui vous a questionné, parce que j'ai une autre question, c'est faut-il envoyer ces fonds à l'étranger à l'approche des prochaines élections? Alors ça c'est une question, c'est moi qui vais y répondre. Alors on va pas se mentir, dès qu'on a des extrêmes qui sont dans les élections, qui sont à la porte du pouvoir, c'est déjà ce qu'on avait connu lorsque Macron a été élu. On avait un premier tour où il y avait les Républicains, il y avait Fillon à l'époque, il y avait Macron, il y avait Mélenchon, il y avait Le Pen, et il y a eu le risque d'avoir un second tour Mélenchon-Le Pen. Et il y a eu déjà pas mal de tensions à l'époque, et la crainte d'avoir un parti extrême au pouvoir. La crainte d'avoir un parti extrême au pouvoir, c'est généralement d'avoir ce qui s'est passé à Chypre, pour être clair, c'est-à-dire d'avoir un gouvernement qui notamment va faire des saisies directement sur les comptes et qui finalement va s'approprier une partie de l'épargne qu'on s'est constituée. Donc c'est ça qui fait peur. Alors heureusement, la France n'est pas Chypre, pas encore, il y a encore de la marge, mais Chypre, on était quand même sur, on était quand même sur un État où il y a, je crois, un banquier pour 1000 habitants. Enfin, c'est la plus grosse proportion au monde, et surtout, Chypre est allé taper les oligarques russes qui avaient déposé énormément de fonds à Chypre, donc c'est surtout pour ça que l'État a fait une saisie. Et il ne faut pas s'inquiéter aujourd'hui, on a un déficit qui est croissant, mais surtout au niveau de la France, aujourd'hui, on a toujours une bonne notation. On a surtout, lorsqu'on émet de la dette et qu'on met de la dette sur les marchés, c'est acheté et c'est même sursouscrit. Donc aujourd'hui, on peut continuer à s'endetter, on peut continuer à faire de la dette. La question, c'est surtout l'écart, ce qu'on appelle le spread, avec le taux de référence qui en Europe est notamment le taux allemand. D'une façon habituelle, on a 0,4 d'écart avec nos amis allemands. Là, on va pas se mentir, ça se tend un peu parce qu'on est plutôt aux alentours de 0,7, 0,8. C'est lié aux élections, c'est lié aux programmes qui ont été annoncés, qui sont des programmes forts de dépenses. Donc vraiment pour les personnes qui sont inquiètes et qui souhaitent notamment, pour être clair, mettre l'argent en dehors de la France, il y a un produit qui est particulièrement adapté, c'est ce qu'on appelle le contrat d'assurance vie luxembourgeois. C'est un produit en fait qui vous permet tout simplement de détenir des fonds à l'étranger, et vous n'êtes même pas obligé de détenir de l'euro, vous pouvez avoir du dollar, vous pouvez avoir du franc suisse, vous pouvez avoir du yen même si vous voulez, on peut le trouver. Et l'intérêt c'est que pour être clair, si la zone euro éclate, eh bien, vous pouvez vous faire livrer vos actifs sur n'importe quel compte bancaire dans le monde et dans la devise que vous voulez. Vous voulez vous faire livrer en dollars, vous voulez vous faire livrer en francs suisses, vous le pouvez. Donc pour des personnes extrêmement inquiètes, effectivement, l'assurance vie luxembourgeoise, c'est quelque chose qui est extrêmement adapté, et aujourd'hui, on en ouvre quand même pas mal. L'assurance vie luxembourgeoise, par contre, c'est des montants un petit peu élevés, ça va pas se faire en dessous de... Alors, vraiment, les toutes premières, c'est 125 000, on va pouvoir normalement à partir de 250 000 euros, mais ce sont des choses qui sont faisables, et surtout, il ne faut pas faire d'assurance vie luxembourgeoise qui sont des filiales d'assureurs français. Il faut bien faire ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des gens qui ne sont qu'au Luxembourg. Je sens le portable qui vibre, ça tombe bien, c'est que vous avez dû m'envoyer à nouveau des questions. Les tickets resto sont-ils des avantages en nature ? Ça aussi, c'est pour toi. Oui. Les avantages en nature, les tickets resto, sont-ils des avantages en nature ? Non, c'est pas considéré comme des avantages en nature. C'est purement social. C'est des avantages sociaux. C'est considéré comme des frais professionnels. Donc c'est même pas chargé socialement. Donc là, il n'y a aucun souci. Notamment, je pense à le souci de l'avantage en nature que j'ai déjà eu comme question d'ailleurs il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, sur le fait de comment on peut les arrêter, un peu comme l'avantage acquis dont on parlait avant. Là, on n'est pas du tout sur ce principe-là, on est sur du social, donc c'est pas chargé socialement, sauf si on dépasse le montant des 7 € et quelques par ticket resto. Alors, j'ai salué Gérard, qui est un de mes clients, qui vient de nous écrire et qui m'a dit, donc qui est pharmacien, et qui me dit, par contre, je n'ai toujours pas compris à quoi servait WePharma. Est-ce que tu peux nous dire, Aurélien ? C'est visiblement pas quelqu'un qui est inscrit encore sur WePharma. C'est bien un futur à les conquérir. Voilà, c'est le moment, vas-y. Alors, WePharma, à quoi ça sert ? C'est tout simplement la plateforme qui regroupe à la fois les annonces de pharmacie à vendre, des annonces d'emploi et une communauté d'experts dans la pharmacie. Donc, si on a un projet d'acquisition, WePharma est très utile. Si on a un projet de cession, WePharma peut être très utile. Et je vais le citer aussi pour pas les oublier, parce que une partie de nos clients sont quand même les agences de transactions qui, eux, diffusent un gros volume d'annonces chez nous. Tu n'es pas un concurrent des agences, voilà, au contraire, ils viennent déposer chez toi. Exactement. Notre modèle de rémunération, puisque généralement c'est la deuxième question qu'on me propose, c'est souvent comme ça. De l'argent. Nous, on fait payer des abonnements de parution qui n'ont pas d'engagement. Donc l'annonce est en ligne, on paye. L'annonce n'est pas en ligne, on ne paye pas. Donc Gérard, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit à l'inscription, et si vous avez un projet de vente, vous pouvez déposer une annonce. Si c'est un projet d'achat, vous pouvez consulter les annonces directement. Alors, je pense que la suivante elle est plutôt pour Aymeric. La question est de savoir si on peut faire de la
pub sur les nouvelles missions. Je pense, ça doit être ce que tu as évoqué, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire de la pub pour la vaccination, est-ce qu'on peut mettre un panneau lumineux la nuit, je vaccine. Avec tact et mesure. Avec tact et mesure, c'est vraiment ce qu'il faut se dire? Non, alors le pharmacien peut bien évidemment informer les patients sur alors, les nouvelles missions, puisque j'en parlais, sur les nouvelles missions, avec tact et mesure, c'est-à-dire dans le respect de la déontologie des pharmaciens, bien évidemment. Donc il n'y a pas de... Comment dire, la ligne rouge est assez floue, c'est en fonction de l'appréciation de l'ordre, parce qu'il faut savoir que si effectivement on ne respecte pas ces dispositions déontologiques, le pharmacien s'expose à éventuellement une procédure disciplinaire. Ah oui, quand même. Initiée par l'ordre, effectivement, avec à l'issue une éventuelle sanction, si on part du principe que le pharmacien est allé trop loin, avec un blâme, un avertissement ou autre chose. C'est là qu'il faut t'appeler ou faut t'appeler avant de faire la pub? Alors il faudrait m'appeler avant, mais beaucoup de pharmaciens m'appellent après. Voilà. Parce que moi j'ai toujours entendu que le bon avocat, c'est celui qui vous évite le contentieux. Exactement. Justement, un avocat n'est pas un professionnel du contentieux. Exactement, on a l'image un petit peu de l'avocat plaidant, Qui plaide, contentieux, en effectivement. Et il y a une grosse partie de l'activité qui est effectivement concentrée autour des tribunaux, mais il y a également du conseil en amont pour éviter une procédure disciplinaire, une procédure contentieuse, Donc, diverses et variées. vous le saurez, avant de faire la pub, appelez Aymeric. Vous avez son numéro sur notre site web et sur la page. Et si jamais vous le voulez et que vous ne l'avez pas noté, on pourra vous l'envoyer. De toute façon, on va vous remettre à l'écran les coordonnées pour nous écrire et nous poser des questions en live. Donc, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Voilà, vous les avez à l'écran. Et nous sommes en direct pour vous répondre et nous continuons. D'ailleurs, on avait reçu avant ce webinaire une question d'Enzo qui m'avait envoyé une question via LinkedIn, qui m'avait dit quel investissement en attendant d'acheter sa pharmacie. Donc là, je suppose que évidemment Enzo aujourd'hui se pose la question de pouvoir acheter. Alors la réponse va être en fait de se dire que tout dépend de combien de temps on a avant l'achat de la pharmacie, parce que forcément, il faut se constituer un petit pécule, un apport. Il y a des chiffres éventuellement, d'ailleurs, Aurélien, sur l'apport moyen? Oui, on est toujours sur du 20%. Après, on va sortir de ce modèle où jusqu'à présent, on parlait beaucoup du chiffre d'affaires retraité, le fameux, qui est une notion qui aujourd'hui n'a plus trop de sens, de par les nouvelles missions du pharmacien, les médicaments chers qui ont été introduits. Et donc là, on aime beaucoup parler de la marge en valeur. Parce que c'est ce qui reste à la fin dans les poches du pharmacien. Et donc ça parle beaucoup plus. Mais la règle de base, c'est là que je voulais en venir, c'est il faut 20% d'apport pour financer sa pharmacie. Donc on prend le prix de la pharmacie, on se dit il faut amener 20%, donc vous achetez une pharmacie à 1 million, il faut amener 200 000. Voilà, ça c'est la règle de base. Et quant à ton apport de constitué, on met combien de temps à acheter la pharmacie en général? Alors ça prend, à partir du moment où on a trouvé la pharmacie, qu'on se lance dans les papiers qu'on appelle Aymeric pour... Faut un avocat pour acheter une pharamcie? Alors oui, il y a la rédaction des actes, donc c'est avocat ou notaire. Je crois que c'est 2 professions qui sont habilitées à rédiger les actes de signature. Aymeric dira qu'il vaut mieux un avocat. Moi, j'interviens pas dans les sessions pures, donc... D'accord. Mais oui, en effet, ça prend en moyenne 6 mois. D'accord, en moyenne 6 mois, à partir du moment où on a trouvé la pharmacie. Oui. D'accord. Donc, c'est par rapport à ce qu'on se disait, du coup, quand on constitue cet apport, il faut réussir à se constituer cet apport. Donc, en fait, tout va dépendre de l'horizon d'investissement qu'on a devant soi. Si jamais on se dit qu'effectivement, il reste 6 mois, 1 an, 2 ans, probablement privilégier des supports garantis en capital. Aujourd'hui, vous avez des super taux boostés sur les fonds euros des contrats d'assurance vie, où justement, vous avez des taux généralement boostés 2023, 2024, 2025 maintenant, sur lesquels vous pouvez avoir du 3,5, 4 assez facilement, totalement garanti en capital, sachant qu'on a une inflation à 2,5. Honnêtement, on n'allait pas chercher autre chose. Quand on a un peu plus de temps, qu'on va avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut aller notamment chercher plutôt tout ce qui est les fonds datés. Donc les fonds datés sont des obligations, vous êtes dans une position de prêteur, là ça vous permet d'aller chercher du 4, 5, en plus si jamais les taux baissent, vous allez gagner encore un peu plus d'argent. Et puis si vraiment on a plus de 5 ans devant soi, on va pouvoir aller chercher d'autres solutions. Mais là j'ai envie de vous dire, passez un coup de fil à Hortense ou à moi, on vous aidera, on vous accompagnera et on pourra vous aider sur cette constitution de capital pour pouvoir acquérir votre pharmacie. Vous voyez, c'est l'intérêt, vous avez une brochette de personnes utiles sur cette table. Alors, qu'est-ce que j'ai également comme question? J'ai comment faire bénéficier mes salariés qui sont là depuis longtemps sans devoir verser à des saisonniers ou CDD?
Ça, c'est pour toi, C'est Hortense. pour moi, effectivement. J'ai eu peur. Oui, alors... Voilà, comment faire bénéficier mes salariés qui sont là depuis longtemps. Voilà, donc on veut privilégier les salariés qui sont Je là vois depuis très bien. longtemps. Et les saisonniers et les CDD, on n'a peut-être pas forcément envie de leur faire bénéficier des mêmes Oui, avantages que tous ceux que tu as évoqués avant. Exactement. Il y a quelque chose que j'ai peut-être pas assez dit en amont, c'est que tous les dispositifs dont on a parlé, en dehors de tout ce qui est lié à la pouvoir d'achat, donc des choses très, très simples, mais tout ce qui touche à l'épargne salariale, ce sont des produits forcément collectifs, donc qui sont pour tous les bénéficiaires, dont le chef d'entreprise, ça on l'a bien dit, aléatoire et qui ne s'est pas en substitution du salaire. Donc, comme il y a ce côté collectif, effectivement, la question est très bonne dans le sens où le CDD qui vient juste faire son job d'été ne peut pas forcément lui faire bénéficier de nos avantages salariaux, salariales plutôt, qui sont pour l'ensemble des bénéficiaires. Donc, il y a des durées d'ancienneté qui sont possibles à mettre en place. Donc, on pourrait avoir 1, 2 ou 3 mois maximum d'ancienneté avant de pouvoir bénéficier des dispositifs. D'accord, on peut mettre ces garde-fous. Voilà, mais on ne peut pas aller plus de 3 mois. D'accord. Là, j'ai une question de Virginie qui vient d'arriver, qui me dit, pour une session, de qui faut-il être accompagné ? On fait une réponse collégiale, j'ai l'impression. Ça part chez Aurélien d'abord. Oui, généralement ça commence chez moi. Alors moi ce que j'aime beaucoup et ce que je conseille tout le temps, à la fois pour les acquéreurs et les vendeurs, c'est d'avoir un expert comptable pour que eux puissent discuter avec l'expert comptable de la partie qui est l'acheteur ou le vendeur. Pourquoi ? Parce que les chiffres, le métier se complexifie. Et je vois bien des pharmaciens qui essayent de deviner qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre, ou venir avec des théories. Ah, cette pharmacie est intéressante parce que. Et le parce que n'est pas forcément le bon parce que. Donc il faut pas hésiter. On est un des rares pays à avoir une expertise par branche d'activité. D'accord. On a des avocats experts dans la pharmacie, bientôt des gestionnaires de patrimoine experts dans la pharmacie. Uniquement. C'est une de nos branches, c'est une de nos branches. Mais uniquement. On a aussi des agents de transaction spécialisés dans la pharmacie, donc faut pas hésiter. Ils sont là, donc ils existent, donc faut aller les voir. Et c'est comme ça que le pharmacien va comprendre les enjeux de son installation. Et à quel moment on va voir un courtier pro, un courtier ou sa banque pro ? Alors ça, là-dessus, il peut être accompagné à la fois d'un avocat, d'une agence de transaction ou lui-même en direct. Donc il y a ces options-là. Le courtage est pas une solution qui est aujourd'hui la plus retenue, puisqu'on sort quand même de taux qui étaient des taux assez records. Un taux à 1%, j'ai vu des pharmacies financées à 0,9 par exemple. Aujourd'hui, on est entre 3,5 et on est monté jusqu'à 4,5. Donc là, aujourd'hui, d'aller voir un courtier, je pense que ça a du sens. Donc c'est vrai je pense qu'on va émerger de plus en plus de sociétés de courtage qui vont aller sur ce marché-là de la pharmacie. D'accord. Donc on se dit, c'était pour une session, alors on parle d'une session, donc ça commence chez toi. Il y a le courtier pro, donc ça c'est plutôt du côté acquéreur du coup. Oui. Et la session, du coup, il y a un moment où, Aymeric, sur une session, du coup, tu interviens à un moment. Alors oui, moi personnellement non, j'ai des partenaires, j'interviens pas sur la session pure, mais effectivement il faut faire appel à un avocat. Il y a des avocats qui sont spécialisés dans les sessions d'officine de pharmacie. Donc il faut bien, pareil, en amont, il y a des experts comptables également, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, je crois pas, mais des experts comptables également qui sont spécialisés dans les officines. Donc oui, bien évidemment, faire appel à un avocat, mais qui a l'habitude de ce genre de session, qui maîtrise et qui connaît très bien le secteur d'activité, puisqu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis pour la session, je me permettrai de finir, je crois que le prix moyen d'une session, c'est 1,3 million quand on cède. C'est à peu près ça, une Ça a pharmacie. augmenté là. Ça augmente. Ça coûte plus cher là, ça y est. Ouais, là on est passé à 1,6 million là. 1,6 million. Ouais. Bon, écoutez, 1,6 million, voilà, nous, dans notre cabinet, effectivement, c'est aussi notre savoir-faire, j'en profite pour le placer, bien évidemment, de pouvoir organiser généralement, c'est le départ en retraite. C'est essentiellement ça, ou alors quelqu'un qui veut acheter plus gros, mais en tout cas, quand on est dans une idée de pouvoir partir en retraite et d'organiser du coup le patrimoine à la retraite, on est là pour ça aussi, c'est notre savoir-faire de pouvoir organiser toute cette session, la stratégie à la retraite, combien de revenus, faut-il mettre une partie dans une holding, la fameuse SPFPL que vous devez connaître, les pharmaciens. On fera un webinaire là-dessus en septembre, promis, ça sera le prochain, ça sera la session, la holding, on fera venir des acteurs spécialisés là-dessus. On va mettre une dernière fois le numéro de téléphone et le mail puisqu'il nous reste 2 minutes. Je pense qu'on a le temps de prendre 2 dernières questions. J'ai quelqu'un qui, je pense, a dû avoir un petit différend avec un salarié qui me dit mon salarié me dit que je suis obligé de reverser chaque année sur le PE. Ah oui.
Ah oui, non. Oui. Non. Ah, ça va pas faire plaisir aux pharmaciens qui nous regardent là. Non. La prime d'intéressement, la prime de participation, ce sont des accords qui s'appliquent sur une année de calcul. Prenons un exemple simple plutôt. Mon salarié, l'accord d'intéressement, l'accord de participation, il est en place en 2023, ils vont l'apercevoir en 2024. Ça c'est perçu, c'est l'année de calcul est 2023. Par contre, un salarié qui verse et qui bénéficie d'un abondement, on n'est pas obligé de mettre l'abondement chaque année. Ça, c'est très libre. Il faut juste qu'il n'y ait pas eu d'abondement dans l'année, l'exercice de l'entreprise, pour dire « je ne fais pas d'abondement cette année ». Il faut l'anticiper un petit peu quand même, et s'il n'y en a jamais eu, on n'en fait pas et on ne fait pas d'abondement. Et ça, pareil, on peut aussi cadrer les versements volontaires sur des périodes et des montants. Qu'est-ce que m'apporte un CGP par rapport à un expert comptable ou une banque ? On a 2 heures pour répondre. Oui. J'aime pas trop la comparaison parce qu'on travaille vraiment on travaille vraiment avec eux en fait. Voilà, exactement. On a bien dit chacun là, on est tous des métiers différents. C'est des partenaires. L'expert comptable, l'avocat, celui qui gère, même le banquier est un partenaire. C'est juste que je pense que, surtout moi dans mon domaine, en épargne salariale, je parle en mon nom, je peux difficilement travailler sans l'expert comptable qui a le côté chiffré et qui va même être parfois le précurseur de la proposition en disant mettez en place ce système, ce dispositif, mais voilà, après... Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est le chef d'orchestre. Voilà, il faut bien... Les conseillers en gestion de patrimoine n'auront jamais quelque chose qu'aura toujours la banque, puisque c'est le monopole bancaire, c'est le crédit. Ça, faut bien le dire. De toute façon, qui sait, au moment où il y a une partie crédit, il y aura forcément un bout en banque, mais nous, on bosse avec les banques, effectivement, et on bosse avec beaucoup de partenaires bancaires. Je crois qu'on a 10, 15 conventions, je sais plus, enfin voilà. C'est justement l'intérêt. Et l'expert comptable, et c'est ce qu'on disait en fait en début de webinaire, c'est voilà, on est les médecins généralistes et on bosse avec les spécialistes que sont les avocats, les experts comptables, les notaires, les banques et même WePharma, c'est pour dire, on bosse avec absolument tout le monde, avec les meilleurs et que seulement les meilleurs, bien évidemment. J'avais vu dans les inscrits d'ailleurs sur le webinaire qu'on avait un certain nombre de confrères. Écoutez, j'espère qu'en tout cas que ça vous a aidé ce webinaire, c'est aussi fait pour. Sachez qu'on travaille aussi avec des confrères conseillers en gestion de patrimoine puisque beaucoup n'ont pas forcément cette spécialité qui est l'épargne d'entreprise et tout l'accompagnement que fait Hortense qui est vraiment une spécialité. Donc si jamais à un moment vous voulez bosser avec nous, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on échange sur le sujet. Ça sera avec plaisir. Il est 21h01, on a débordé d'1 seule minute, donc j'en suis ravi. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. C'était un premier exercice pour nous. On se retrouvera mi-septembre, donc pour ce webinaire trimestriel de la gestion de patrimoine consacrée aux pharmaciens. Un grand merci, Aymeric Orliac, avocat en droit de la santé. On a toutes tes coordonnées sur le site web si on souhaite te vous pouvez nous envoyer un message, on vous les enverra. Merci beaucoup Aurélien Filoche, fondateur de WePharma. Bon, et puis nous, de toute façon, on bosse toute l'année ensemble, mais merci beaucoup Hortense Ducy, associée fondatrice du cabinet Terrae Patrimoine Pau. Belle soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.